Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais plutôt parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Frédéric Sénèque, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de ce nouveau programme dénommé Web Entrepreneuriat, une émission consacrée à la promotion de l'entrepreneuriat numérique en RDC. Alors, exclusivement, mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un expert au nom de Dominique Migisha, qui est le conseiller numérique de notre chef de l'État, Félix Tshisekedi, à qui j'ai dit rapidement bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, monsieur Migisha? Je vais bien, merci. Alors, on va parler avec lui des avancées numériques en RDC. On va parler du plan national numérique dont il a laissé ses emprunts. Mais avant cela, mesdames, messieurs, si nous sommes des concerts avec notre DT Frédéric Ipimo, nous allons suivre cet élément et nous allons nous retrouver tout juste après pour entrer dans les vifs du sujet. C'est parti en images.
Excellent retour, mesdames, messieurs, après cet élément que nous a proposé la régie avec le DG, le DT Frédéric Pimo. Alors, comme je disais, nous allons parler des avancées numériques avec Dominique Migisha, qui est le conseiller numérique de Félix Tshisekedi. Alors, rapidement, nous allons attacher nos ceintures. Excellence, nous allons décoller avec vous. Êtes-vous prêts? Absolument. Alors, vous avez laissé vos empreintes tantôt. Moi, je vous ai découvert dans votre plan numérique, plan national du numérique. Alors, de quoi s'agissait-il exactement? Je pense que ce n'est pas vraiment de mes empreintes qu'il s'agit. Je ne suis qu'un conseiller, certes conseiller spécial, mais je suis surtout le conseiller du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'adresse mes hommages les plus déférents, j'en profite. Mais surtout parce qu'il est porteur d'une vision pour son pays et une ambition pour son pays. Cette vision et cette ambition, dans mon secteur, c'est celle du numérique. On peut la résumer en une phrase. Sa phrase, c'est faire du numérique congolais un levier pour l'intégration, la bonne gouvernance, l'émergence économique et le progrès social. Tout est concentré dans cette phrase et il m'a demandé, lorsqu'il a eu cette audace, parce qu'il fallait de l'audace pour mettre le numérique au niveau d'un conseil spécial. Il m'a demandé d'élaborer un plan, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement structuré et qui souhaite faire avancer son pays, mais de manière ordonnée, coordonnée et organisée. C'est ainsi que nous avons rassemblé une cinquantaine d'experts congolais. Une cinquantaine d'experts. Une cinquantaine d'experts congolais venus de tous les horizons. Et c'est important de le dire, lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai été contacté par diverses entreprises spécialisées internationales, comme Sofrecom et d'autres, qui accompagnent des États, et qui ont accompagné des États notamment dans l'Afrique de l'Ouest, pour leur transition numérique. Donc il a été question à un moment donné de savoir comment est-ce que nous allions nous y prendre. Et rapidement, j'ai compris que là, le Congo avait cette chance de compter parmi ses concitoyens des experts congolais dans le secteur du numérique, de nombreux experts dans de différents domaines et des patriotes. Et c'est ainsi que j'ai compris rapidement et j'ai proposé au chef de l'État de confier la mission d'élaborer ce plan correspondant à la vision du chef de l'État, à cette expertise congolaise que je salue à cette occasion. Et donc de mai 2019 à août 2019, de nombreuses sessions ont eu lieu pour élaborer ce plan, mais ce plan finalement repose sur un constat. C'est que la RDC a accumulé un retard dans le secteur du numérique et nous avons analysé quelles étaient donc les différentes catégories, les différents secteurs de l'écosystème du numérique sur lesquels nous avions le plus de retard. Prenons l'exemple des infrastructures, bien évidemment les infrastructures numériques. Avant ça, il y avait un sous-pilier qui est l'énergie, parce que nous avons un problème énergétique. Sans énergie, vous ne pouvez pas développer le numérique. Tout ça, ça a été analysé. Il y a le problème de la régulation et du cadre légal. Notre loi, notre dispositif législatif n'est plus du tout adapté aux réalités actuelles. Et il y a le défi du contenu. Nous devons développer le numérique, certes, mais qu'est-ce que nous allons mettre dans les tuyaux? Une fois que nous aurons développé notre fibre et nos infrastructures, il faut que les jeunes Congolais puissent consommer des produits numériques congolais. Exact. Et enfin, les usages applicatifs. Prenons l'exemple de notre administration. Elle doit commencer à utiliser les outils et les logiciels pour transformer la façon dont elle va gérer notre pays, transformer la façon dont elle doit avoir ce rapport nécessaire avec le citoyen. On parle ici de la gouvernance électronique. Et donc, ces piliers ne sont pas, ces quatre piliers qui composent ce plan ne sont pas sortis de nulle part. On est parti d'un constat, le constat du déficit qui était le nôtre. Parce qu'il faut savoir une chose, en ayant utilisé cette expertise congolaise, nous avons donc un plan congolais qui répond à nos besoins. Et donc c'est cela, quelque part, le mérite du chef de l'État, d'avoir su faire confiance à cette expertise pour élaborer ce plan. Alors une fois que nous avons validé ce plan au mois de septembre, le 5 septembre 2019, on entre maintenant dans une phase de mise en œuvre. Ça veut dire qu'on doit transformer l'essai. On a élaboré ce plan. 68 projets prioritaires ont été identifiés dans ce plan qui couvrent l'ensemble des secteurs et qui couvrent l'ensemble de ces quatre piliers. Bien évidemment, il y a un pilier fondamental
qui est l'éducation, et qui est un pilier qui est pratiquement transversal. L'éducation, c'est la formation dans tous les métiers du numérique qui couvriront précisément l'ensemble de ces secteurs. On a besoin de juristes spécialisés dans les matières de numérique pour élaborer des dispositifs législatifs pour la cybercriminalité, pour la lutte contre la protection des données personnelles, etc. La fibre optique, on a besoin de techniciens, tant de techniciens qualifiés pour la gestion, mais que de techniciens pour aussi aller tirer les câbles, que ce soit les câbles sous-marins qui pourraient passer par nos rivières. Nous avons 14 000 km de rivières, et le plan, le schéma directeur sur lequel travaille le ministre des PTNTIC envisage d'utiliser précisément cet atout que nous disposons avec nos rivières. Mais il nous faudra de l'expertise. Et nous souhaitons que cette expertise soit avant tout congolaise, parce que bien évidemment nous avons le défi du chômage, et ce défi du chômage doit aussi être résorbé à travers les métiers du numérique, les nouveaux métiers du numérique pour lesquels les Congolais doivent être formés. Donc le pilier de la formation est transversal, il touche tous les 4 piliers. Et donc, une fois qu'on a dit ça, j'ai parlé des 68 projets, et il y a un projet phare, bien évidemment. 68 projets dans tous les domaines. Des projets congolais au service des Congolais. Ça va du domaine de la santé, de l'éducation. Le chef de l'État l'a dit dans son adresse à la nation, il a insisté là-dessus, la numérisation du cadastre. Nous devons en finir avec les conflits fonciers. Et c'est le numérique qui permettra cela, avec la géolocalisation de toutes les parcelles de la République, avec la sécurisation des titres, avec la création d'une base de données, pour qu'un conservateur ne puisse plus délivrer un titre qui se superpose sur un autre titre, puisque c'est ça la base des conflits fonciers. Il y aura un ordinateur, le conservateur devra, ce sont les usages applicatifs, utiliser les applications dédiées, et lorsqu'il poussera sur le bouton pour délivrer le titre, le système vérifiera que là où on accorde une parcelle, il n'y a personne qui occupe déjà cette parcelle, parce qu'on a un géoréférencement spatial. Ça, c'est pour le cadastre. Il y a également la santé, et donc tous les secteurs sont impactés. Mais le projet phare, le projet que moi je mettrai en numéro 1, c'est bien évidemment le registre national de la population. Un identifiant unique pour chaque citoyen. Les recensements de la population. Et une carte d'identité congolaise. Voilà, et ça fait en fait, c'est plusieurs blocs. Le premier bloc, c'est le recensement, vous l'avez dit, vous l'avez raison. Ensuite, une fois qu'on a fait le recensement, on a l'identification, et ensuite, on élimine les doublons, et ensuite, on vérifie bien évidemment avec la biométrie, l'iris, l'empreinte, le visage. Une chose excellente. Est-ce qu'il n'y a pas guerre d'attribution maintenant? Je sens que la vision est tellement grande. Est-ce que ce n'est pas au ministère de PTNTIC de faire ça? Est-ce que ce sont dans vos attributions? Je ne sais pas comment vous faites ça en fait. Je l'ai dit et je le répète, je ne suis que le conseiller, un humble conseiller du chef de l'État. Le chef de l'État est porteur d'une vision. Le gouvernement est bien évidemment celui qui met en œuvre la politique gouvernementale. Les ministres mettent en œuvre la politique gouvernementale. Chacun dans leur secteur dont ils ont leurs attributions, leur définies bien évidemment. Mais s'agissant donc du numérique, comme dans d'autres secteurs, ils exécutent cela dans le cadre d'une vision. Et cette vision, c'est celle du chef de l'État. Et donc ici, pour le numérique, la chance que nous avons, c'est que nous avons un chef de l'État qui est porteur d'une vision assez claire. Et donc cette vision s'est traduite dans ce plan qui est un cadre référentiel qui a été adopté d'une manière unanime dans un exercice qu'on a rarement vu dans notre pays. C'est-à-dire que toutes les provinces ont été associées. Les services publics, ça veut dire les institutions, le secteur privé, les télécoms, les banques, tous les acteurs tech, la société civile. Donc c'est vraiment un exercice parce que le numérique et la transition numérique impactent tout le monde et c'est un grand changement pour notre pays. C'est ainsi que le chef de l'État a voulu associer un maximum de personnes. Nous étions plus de 400 au Pullman entre le 3 et le 5 septembre 2019. On réunit autour de cette vision pour valider un plan sur lequel nous nous sommes collectivement, tous les Congolais et les Congolaises, mis d'accord. Donc ce cadre, c'est un cadre qui reprend finalement l'ensemble des problématiques. Et la mise en œuvre, elle appartient effectivement au ministre qui va lui-même, comme il l'a fait récemment avec les infrastructures, à lui maintenant d'élaborer ce plan d'opérationnalisation. Mais qu'est-ce qui va arriver si, par exemple,
le ministre Augustin Kibasa a une autre vision numérique et que vous en avez une autre vision. Non, alors, ce n'est pas ma vision. Il n'y a pas de guerre de vision. Parce que je dis ça parce que investir dans les numériques, qu'on a couvert les 19 et le 20, ils ont parlé d'autre chose. Et quand je lis vos emprunts sur les plans national numérique, je vois plusieurs choses encore, des bonnes choses encore. Mais là, ils n'ont pas illustré ça. Raison pour laquelle je pose cette question. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat à ce sujet. Je prends un exemple. Ok. Le plan national numérique parle des infrastructures, de la nécessité pour notre pays d'augmenter son réseau en fibre optique, d'avoir plus d'une station d'atterrage. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif et le cadre. Les choix opérationnels, c'est le ministère. Et donc, lorsque vous parlez de cette rencontre IRDC organisée par le ministre des PTNTIC, il a eu à présenter un plan, un schéma sur le déploiement de la fibre optique. Eh bien, ça s'inscrit dans le cadre de cette vision du chef de l'État qui veut voir, dans le cadre de son plan, la fibre optique se déployer. Et d'ailleurs, le chef d'État qui était présent l'a bien dit de manière très claire et sans ambiguïté. Cet exercice s'inscrivait dans le cadre de sa vision, dans le cadre de ce plan qui n'est qu'un cadre référentiel. Le ministre a toute l'attitude de faire en sorte qu'il puisse imprimer sa marque dans la mise en œuvre de ce plan. Et c'est ce qu'il fait. Et nous ne pouvons que l'encourager parce qu'effectivement, j'ai trouvé très intéressant la façon dont il a abordé la problématique du maillage nécessaire de la République démocratique du Congo en fibre optique, notamment en s'appuyant sur les cours d'eau, même si ça implique des contraintes techniques très importantes. Mais donc, vous voyez bien que là, il y a complémentarité, il y a continuité entre ce qui a été fait au niveau de la vision par rapport à la présidence et ensuite maintenant au niveau de l'exécution par l'exécutif et le ministère des PTNTIC. Très bien. En parlant de l'exécution, alors vous avez tantôt parlé de projets des jeunes, 68 projets. Alors je sens que vous êtes dans l'idée de mettre en place un incubateur. Alors il existe une différence entre un incubateur et un accélérateur. Alors, une fois de plus, je reviens rapidement sur l'esprit de ce plan. L'esprit de ce plan, c'est le cadre référentiel. La mise en œuvre revient donc à l'exécutif. Lorsque vous dites que nous voulons, nous pouvons qu'impulser. Ça veut dire qu'effectivement, dans ce plan, vous verrez que nous laissons une grande place aux jeunes, à l'innovation, à l'entrepreneuriat numérique. Et on est vraiment bien évidemment au cœur de la thématique de votre émission. Exact. Et bien évidemment, au niveau de la présidence, nous ne pouvons qu'impulser. Impulser à différents... Incuber les startups. Non, pas le faire directement. L'État n'a pas vocation, même si ça peut s'envisager. L'État a vocation à créer un environnement favorable à la création d'incubateurs et d'accélérateurs. Et alors, on va y venir sur la différence entre les deux concepts. Très bien. Mais c'est pour bien vous faire comprendre que la présidence, parfois, on pense qu'elle doit tout faire. Non, la présidence, elle montre un chemin, elle impulse, et elle veut faire en sorte qu'on crée les conditions pour qu'un secteur puisse émerger. Et donc ici, les incubations et les accélérations, ça doit être prioritairement du domaine privé. Bien évidemment, l'État peut prendre sa part. Alors, qu'en est-il exactement par rapport à ces deux concepts? Les jeunes pousses, comme on dit en français, ou les startups, ne peuvent pas évoluer en ordre dispersé. Elles ont besoin, ça s'est démontré ailleurs, d'être encadrées. Il y a différents niveaux d'encadrement. Il y a l'incubation et puis il y a l'accélération. On peut dire que l'incubation vient avant l'accélération. Et c'est ainsi que sur le plan structurel, lorsqu'on parle par exemple de l'incubation, on a plutôt des structures qui n'ont pas forcément vocation à être dans une logique de faire de l'argent directement. Elles sont dans une logique vraiment d'accompagner la start-up vraiment depuis l'idée et puis de la faire grandir. Exact. C'est d'ailleurs pour cela que, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, le privé doit prendre sa place, mais dans l'incubation, on a vu dans certains pays, eh bien, des pays ou des régions mettre la main à la poche parce que c'est pas forcément un domaine qui parfois trouve son équilibre économique. Et donc parfois, il faut l'aide des pouvoirs publics pour porter cette incubation. L'accélération est bien souvent et quasiment exclusivement portée par le secteur privé. C'est en fait
le niveau d'après, lorsque la start-up a vraiment été identifiée, elle a commencé à mûrir et on se rend compte qu'elle a vraiment un potentiel. Là, vous avez des acteurs qui viennent, qui sont prêts même à investir, à mettre de l'argent, à prendre une participation et à faire en sorte que cette start-up puisse rapidement devenir rentable et puis qu'elle puisse générer de l'argent et qu'elle puisse surtout pouvoir être revendue par la suite à un autre acteur. Et à ce moment-là, l'accélérateur va gagner dans le cadre de ce qu'on appelle finalement une plus-value qu'il aura réalisée. Donc la différence entre l'incubation et l'accélération, c'est vraiment que l'incubation, c'est le début. L'accélération, on a déjà affaire à un aspect plus sélectif. Et d'ailleurs, dans la sélection, l'approche est tout à fait différente. Dans l'incubation, on va ratisser large. On va prendre même des idées presque parfois saugrenues. On va quand même essayer de voir si on peut la faire évoluer. L'accélération, c'est plus pointu. L'accélération, on ne prend que les idées qui sont jugées par des privés comme étant rentables rapidement. Et donc vous verrez que le processus est beaucoup plus pointu. Et donc ça, c'est aussi la différence entre l'incubation et l'accélération. Et dans ces deux concepts, l'RDC n'a aucun. Si, nous avons justement, c'est ce que beaucoup de gens croient, c'est que la RDC est partie de zéro. Non, même si durant les 20 dernières années, le secteur n'a pas beaucoup été appuyé par le secteur public, mais malgré tout, le secteur privé a quand même pu évoluer. Il y a Ingenious City, qui est un incubateur. Un incubateur. Qui existe aujourd'hui avec une cinquantaine. Ils ont incubé aussi des startups. Ils ont incubé des startups. Ils ont d'ailleurs, eux, un modèle un peu hybride. Ça veut dire qu'ils ont de l'incubation, mais il faut aussi un peu d'accélération. Ça veut dire qu'ils prennent des participations dans certaines startups pour essayer d'accélérer aussi leur croissance. Je pense que nous avons ici autour de la table un représentant de Schoolap qui, si je ne m'abuse, est passé par cette incubation, par l'incubation et l'accélération. Donc vous voyez vous-même que ce sont des réalités, mais c'est tout à fait insuffisant. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple d'autres pays africains, vous savez, dans le numérique, nous devons regarder bien évidemment tout ce qui se passe à travers tout le monde. Mais par rapport à la façon dont nous pouvons nous identifier, nous devons prendre des références de pays africains, comme nous. Le Nigeria, l'Afrique subsaharienne, même de préférence. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Eh bien, si on prend par exemple le Nigeria, savez-vous qu'au Nigeria, les startups ont levé en 2018 plus de 1 milliard de dollars, 2019 pardon, plus de 1 milliard de dollars. Les startups. Les startups nigérianes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on est dans l'accélération. Ce sont des startups qui ont déjà fait leur preuve que leur modèle est intéressant. Eh bien, les investisseurs sont au rendez-vous. Je sais que Schoolap, une fois de plus, je reviens sur cet exemple, a fait récemment une levée de fonds. Je pense que votre invité pourra en parler. C'est la preuve que nous sommes sur la bonne voie, mais nous devons maintenant créer un cadre pour faire une explosion et faire en sorte que nous atteignions les mêmes chiffres qu'au Nigeria, où l'incubation, l'accélération, les startups sont devenus une véritable industrie qui pèse dans le poids économique du Nigeria. Qui pèse dans le point économique du Nigeria. Je rappelle que nous recevons pour vous les conseillers numériques du chef de l'État Félix Tshisekedi au nom de Dominique Migisha, un expert en développement numérique. Alors, je suis toujours avec vous, monsieur Dominique. En RDC, il y a plus de 75% de chômeurs au Congo. Alors, selon vous, quelle est la solution pour résoudre ces problèmes de chômage en masse en RDC? Vous avez parfaitement raison et c'est un véritable drame. Je pense que nous ne sommes pas suffisamment conscients dans notre pays du drame que constitue le chômage de masse que nous connaissons. Je pense qu'une fois de plus, la réponse structurelle doit commencer par la formation, l'éducation. C'est la base, puisque c'est à l'école qu'on apprend et qu'on se forme. C'est dans les universités qu'on continue cette formation vers un métier qui permet de trouver un emploi. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que au Congo, c'est pas tellement les diplômés qui manquent. Nous en avons beaucoup. Exact. Sans doute qu'il y a un problème qualitatif par rapport au niveau de formation qu'ils ont acquis au regard du diplôme qu'ils détiennent. Mais ça, c'est un problème qualitatif qu'il faudra certainement également adresser. Mais une fois qu'on a constaté qu'on a malgré tout des diplômés, ça veut dire qu'il y a un problème. Quel est ce problème? Il y a des diplômés, mais il n'y a pas d'emploi. Et c'est là où nous devons changer de paradigme. Au Congo, on a souvent parlé
parler de notre plus grande ressource, qui est la ressource minière. Les mines, c'est effectivement un secteur stratégique pour notre pays, ça contribue énormément au budget de l'État. Mais le secteur minier ne va jamais résoudre le problème du chômage dans notre pays. Parce que le secteur minier ne va jamais avoir la capacité d'engager l'ensemble des travailleurs congolais. C'est-à-dire que nous devons créer un environnement. Et cet environnement, c'est à travers les petites entreprises et même les très petites entreprises, les TPE. Parce que ce sont elles qui vont faire en sorte que nous pourrons un jour adresser ce problème de chômage de masse. Ce qui veut dire que s'il faut autant de TPE, il faut autant d'entrepreneurs. Parce que c'est ça la logique. Prenez le cas de l'Inde. Alors évidemment, c'est un pays qui est beaucoup plus peuplé que nous. Mais le chiffre est assez intéressant. Vous savez combien d'entreprises il y a en Inde? C'est un pays de 1,3 milliard, 1,4 milliard d'habitants. Il y a 53 millions d'entreprises de PME et TPE. 53 millions, vous avez bien entendu. Et donc vous comprenez là que nous avons effectivement une direction dans laquelle il faut aller. Un autre pays, l'Italie, qui est aussi réputé pour effectivement son artisanat et son tissu de PME, c'est plus de 5 millions de PME TPE. Ça veut dire que nous devons vraiment commencer à aller dans cette direction. Aux États-Unis, le responsable, la direction des PME et TPE est directement rattaché à la présidence. Les États-Unis, c'est un pays qui a démontré que sa culture de l'économie et du développement économique. Donc si eux, à leur niveau, rattachent le département TPE et PME à la présidence, c'est parce qu'ils considèrent ça comme étant hautement stratégique. Et je souhaiterais, moi, personnellement, qu'on accorde la même attention à ces structures. Il y a, par exemple, l'OPEC, qui, je dirais, qui essaye, tant bien que mal, de jouer son rôle. C'est l'Office de promotion des entreprises, des petites entreprises congolaises. Cette structure devrait être, pour moi, mise vraiment en avant dans cette lutte contre le chômage de masse. Ils ont par exemple décidé de développer certaines filières, comme la filière chaussures. Nous importons aujourd'hui 80 millions de paires de chaussures au Congo, on n'en produit pas une seule. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc voilà, ils ont décidé, alors qu'on en produisait à l'époque. À l'époque des Belges, lorsqu'ils sont partis à l'indépendance, il y avait encore cette marque Bata que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, tout ça c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut pour faire des chaussures? Il faut du cuir. Nous avons du cuir. Il faut donc de la main-d'œuvre. Nous avons de la main-d'œuvre. Il faut des consommateurs. Nous avons 80 millions de consommateurs. Donc vous voyez qu'il y a toute une filière à développer. Et donc c'est ce qu'ils font. Ils sont en train de restructurer les tanneries qui existaient, les pots, la filière peau, etc. C'est toute une chaîne de valeur que nous pouvons capter, comme les Éthiopiens l'ont fait. Et donc c'est un bon exemple. Nous sommes un pays, vous savez, si on a autant de chômage, il y a forcément une raison. Et cette raison, c'est que nous importons tout, ou pratiquement. Et donc, la problématique, elle est là. On n'a qu'à regarder tout ce qu'on apporte. Est-ce que tout ce qu'on apporte, on ne sait pas le produire ici? Il y a bien évidemment des produits qui sont plus complexes et pour lesquels, c'est vrai, ce n'est pas demain qu'on va les produire. Si demain Congo Airways achète 10 avions, c'est pas qu'on va dire non, on aurait dû construire les avions nous-mêmes. Mais lorsqu'on parle de serviettes hygiéniques, lorsqu'on parle de frites surgelées d'Afrique du Sud, est-ce que vous ne comprenez pas que là, il y a un problème? Et donc, je pense que l'entrepreneuriat, la façon de résoudre le problème du chômage, c'est l'entrepreneuriat, identifier des filières, accompagner ces filières, mettre en place une série de mécanismes pour protéger ces filières à travers notamment d'autres pays l'ont fait, une augmentation fiscale à l'importation des produits importés, pour protéger l'entrepreneur local. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir résorber structurellement le chômage. Nous ne pouvons plus compter sur des secteurs qui certes sont historiques et mythiques chez nous, comme les mines. Les mines n'ont pas vocation à embaucher 30-40 millions de Congolais, de travailleurs. C'est tout un tissu à créer, à l'exemple de l'Inde, 53 millions de PME, comme je l'ai dit, l'Italie 5 millions. Si nous pouvons compter déjà 2 millions d'entreprises, de TPE, ce serait déjà une bonne chose. Et à ce moment-là, on a besoin de quoi? De 2 millions d'entrepreneurs congolais. C'est le message du chef de l'État. Il veut accompagner l'entrepreneuriat congolais.
formidable, c'est le message du chef de l'État. Il veut accompagner les entrepreneurs congolais. Il y a plus de 75% de chômeurs au Congo. Alors, Migisha Dominique a donné une solution et la solution, c'est l'entrepreneuriat. Et la solution, c'est la culture entrepreneuriale. Alors, on va vous présenter quelques jeunes entrepreneurs qui ont déjà commencé à emboîter les pas. On a School Up, la première école virtuelle qui existe déjà en RDC. Nous avons Lambano. Aux États-Unis, ils ont Amazon avec Jeff Bezos, qui est l'homme le plus riche de la planète Terre, parce qu'il s'est lancé à l'entrepreneuriat numérique. Alors, nous, ici en RDC, nous avons Lambano, un jeune Congolais qui a mis en place le premier e-commerce intelligent congolais au nom de Lambano, auquel je suis programmeur web moi-même, j'ai testé ça, auquel tu peux créer une boutique en ligne toi-même et tu peux vendre. Un peu comme ce que Jack Ma a fait, Alibaba. Alors, nous en avons déjà ici. Alors, on va vous présenter tout ce produit, vu que vous êtes soucieux pour les startups congolais. On voit votre démarche. Vous êtes tout le temps avec le jeune. Vous êtes tout le temps avec les start-upers. On a compris votre souci. Alors, on va vous présenter quelques jeunes. On va commencer d'abord avec le DGA Guy-José Letta, qui est DGA de Scolap, la première école virtuelle de la RDC. À qui j'ai dit rapidement bonsoir DGA. Bonsoir. Vous allez très bien? Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter aujourd'hui encore School Up? Merci beaucoup déjà de l'honneur que vous m'offrez sur ce plateau avec son excellence, monsieur le conseil spécial du président en matière numérique, qui est School Up salue, à cause de son accompagnement. Le plan numérique, nous l'avons vu naître et puis nous sommes très heureux des propositions, des suggestions. Alors, ça vient, il est ici. Non, bien, c'est... Il a convaincu tous les start-upers déjà. En tout cas, de notre part, nous pensons que le travail qui est là-bas balise tellement bien le chemin pour cette transition numérique que nous rêvons tous. Vous savez qu'ici, si vous passez dans notre ville, province de Kinshasa, vous allez voir des affiches start-up, mais bon, c'est une ambition. Et il donne de l'espoir. Mais il donne surtout l'espoir à tous les Congolais par nous qui avons déjà une solution, une école virtuelle. Mais puisqu'une école virtuelle, vous allez voir, nous avons... C'est une plateforme, c'est pas un logiciel. La plateforme offre tellement tous les services scolaires importants, mais alors des services améliorés grâce au digital. Et si nous vous parlons par exemple de School Up Moulakisi, pour ceux qui sont lingalophones et qui congophones peut-être, ils peuvent déjà comprendre l'enseignement. Alors nous avons voulu résoudre un problème très concret dans notre système éducatif. Un élève, je ne ferai pas la publicité d'une école, mais nous savons que nous avons des meilleures écoles ici au Congo et nous en avons des piètres. Un élève qui étudie, à titre d'exemple, au collège Boboto, n'a pas les mêmes ressources cognitives que l'élève qui étudie au fin fond du village. Nous disons, avec Moulakisi, on veut justement finir avec cette inégalité. C'est pas normal. Qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi à Boboto on étudie bien? Parce qu'ils ont un bon enseignant, ils ont une bibliothèque, ils ont des ressources, ils ont parfois l'internet. Donc l'accès à cette autoroute de l'information se limite à Kinshasa, Boboto et aux autres collèges. Alors nous disons, nous mutualisons les connaissances. La matière qui est censée être connaître par un élève de la première année, deuxième année, troisième année, ainsi de suite, nous mutualisons ces connaissances avec ces bons enseignants numériques que nous appelons aussi, qui nous fournissent des leçons et des fiches de préparation pour qu'elles soient mutualisées avec les autres. Tout en mettant aussi ensemble les manuels scolaires que nous pouvons dédouaner. Ça signifie que payer les frais dus à la production, à l'édition, ainsi de suite, de façon que les élèves qui se trouvent même au fin fond de notre République puissent avoir accès à ces leçons par un système très simple, un terminal simple qui soit une tablette, un téléphone, ainsi de suite, avec ou sans Internet. Mais après, nous nous sommes dit, mais School Up Moulakisi, c'est très bien. Et nous avons dit, avec ou sans Internet, il y a la fracture numérique. Mais pourquoi ne pas donner l'Internet à toutes ces écoles? Et School Up n'est plus prétentieux, mais est capable d'offrir à toutes les écoles de la RDC, tenez-vous bien, grâce à son partenariat qu'il a avec Etelset, toutes les écoles peuvent être connectées par une antenne Connect, qui est dans les kits que School Up offre à l'école. Les kits est constitué d'une tablette, d'un téléphone, d'un ordinateur, ça dépend de la capacité financière de l'école, plus un kit Internet pour que toutes les écoles, tous les enfants de la RDC aient accès à l'autoroute de l'information de la RDC. De la RDC, bien sûr. Alors, nous avons déjà lancé la phase de la RDC. La phase pilote, nous l'avons déjà lancée avec les privés qui ont souscrit, la Sonepa qui a souscrit,
nous aurons un grand événement de passage même ligne, les 14. Et cet événement-là fera que toutes les écoles de la SONEPA qui ont souscrit vont avoir leur kit School composé d'une tablette qui a toutes les matières conçues par des enseignants de bonnes écoles que nous connaissons et des fiches de préparation, plus les kits Connect Internet. Donc ça fait déjà des produits, mon lac ici, Internet. Mais il y a aussi ces écoles-là, même les humanités aujourd'hui, on continue à payer. School donne aussi cette plateforme-là de façon qu'elle facilite les paiements des frais d'une manière vraiment capillarisée. Ça signifie qu'un parent qui a M-Pesa, qui a Orange Money, qui a Airtel Money, qui a sa carte bancaire peut payer les frais scolaires de son élève à partir de chez lui ou bien dans sa banque de préférence. Et puis nous avons School App, je parlais des paiements, mais aussi je pouvais parler aussi de l'administration, la gestion même de l'école. Vous savez que parmi les problèmes que le numérique veut résoudre, c'est avoir l'information, les données nécessaires qui puissent aider à prendre des décisions. Et avec les systèmes, les spécial appareils de recensement, School App est capable de faire les recensements, même de la RDC, à moindre frais. Ah là, tu veux gagner déjà les marchés. Non, mais nous sommes capables, parce que déjà avec les élèves, nous sommes déjà capables de faire, identifier tous les élèves de manière numérique. Et là, on n'a pas vraiment besoin des expertises extérieures. S'il vous plaît, nous avons vraiment des expertises et School App est capable. On sera encore avec vous pour la semaine prochaine. Oui, comme tout à fait. On a plusieurs séries d'émissions avec l'expert numérique. Ça, c'est une émission consacrée au numérique. On aura plusieurs émission avec lui, on va vous garder, mais vous allez chuter. J'avais préféré chuter en ce sens. Ça signifie que les compétences que nous offrons à notre pays, c'est des compétences que nous avons prouvées par des structures. Nous avons été incubés par SeedStar, mais la structure dont il a parlé là-bas nous a seulement accéléré. Et donc, la technologie a été éprouvée en Suisse. Et nous avons remporté les prix du meilleur gagnant. Et c'est ce qui nous a valu d'ailleurs que le président nous ait reçus. Et il pensait que la solution était tellement bonne. Le président réussit School App. Il est aussi proche des startups. Il est proche du plan numérique et School App est parmi les premiers startups qui ont. C'est que l'excellence dit. Mais non, c'est une pure vérité. Ça, c'est très bien. Alors, on va rapidement prendre Lambano pour revenir à vous, Excellence, pour clôturer l'émission avec vous. Alors, on va prendre Lambano avec Bruno Mafolo. Si tu peux prendre les micros, Bruno Mafolo, qui nous a donné les e-commerce. Tu vas juste brosser quelques temps pour qu'on chite avec l'Excellence. Bruno Mafolo, est-ce que tu peux nous présenter Lambano et ses opportunités? Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Je suis vraiment reconnaissant d'être à l'émission avec l'Excellence. Je suis Bruno Mafolo, je suis le CEO de Lambano. Nous sommes une marketplace où le monde vient vendre, acheter et offrir dans une diversité de formats tarifaires. C'est-à-dire les entreprises viennent exposer leurs produits afin d'échanger avec un plus large public et les ménages viennent acheter sans se déplacer 24 heures sur 24 heures. C'est-à-dire nous voulons résoudre les problèmes des coûts des transports du fabricant vers les grossistes, du grossiste vers les détaillants. Aujourd'hui, avec des embouteillages, vous pouvez rester à la maison. On voudrait aussi résoudre la contrainte de fermeture des magasins à 16 heures, les files d'attente, tout. Vous pouvez rester à la maison et vous commander en ligne sur www.lambanoafrica.com et on vous livre gratuitement. Et la bonne nouvelle aussi est que dans notre plateforme, vous pouvez ouvrir votre e-commerce. C'est-à-dire, nous sommes une marketplace. On a donné l'opportunité à tout le monde de créer leur plateforme dans notre plateforme. Des gens peuvent payer par les mobile money, M-Pesa, Orange Money et peuvent payer par carte crédit ou encore carte débit. À ce qui concerne l'international, on travaille avec la DHL, on peut vous livrer partout où vous êtes dans les 48 heures. Mais à Kinshasa, la livraison elle est gratuite. Donc c'est un peu ça. Okay. Très bien, formidable. Alors, c'était donc là Lambano. Alors prochainement, on va continuer avec l'Excellence. S'il aura le temps, on va parler des désavantages des entreprises publiques qui sont non connectées, qui n'ont pas de bases de données, qui ne sont pas tracées. Alors l'Excellence va nous démontrer, par exemple les cas de la RDC, plusieurs entreprises publiques ne sont pas tracées. On perd de l'argent comme ça. Comme on a un expert numérique, prochainement on va en parler. Mais nous tendons vers la fin. Vous avez écouté les projets des jeunes, vous avez tantôt parlé de la culture entrepreneuriale. Est-ce que vous pouvez prendre quelques temps de la motivation pour leur parler de la persévérance? Beaucoup de jeunes vous suivent maintenant là. Ils veulent commencer, mais des fois, ils ont peur des problèmes politiques. Ils abandonnent. Est-ce que vous pouvez nous parler tous de la persévérance? Alors, je voudrais d'abord saluer vraiment les deux entrepreneurs qui sont ici à ma gauche. Je pense que School App a fait jusque-là un très beau parcours. Ils sont, je dirais, pratiquement, dans leur secteur, un peu comme des leaders et nous en avons besoin. Lambano, je pense qu'on avait l'occasion de se rencontrer déjà. Je rencontre beaucoup de start-upers. Plusieurs choses à dire avant de chuter. Je pense que
il y a d'abord cet aspect d'exigence. Nous devons, je pense, les jeunes entrepreneurs ne doivent pas être dans une culture de la facilité. S'imaginer qu'il suffit d'avoir une bonne idée pour que finalement on devienne millionnaire. Non, c'est-à-dire que c'est un vrai travail de fond. Il faut être exigeant, il faut savoir se remettre en question. Bien souvent, lorsque des jeunes viennent me voir avec une idée, bon, ils sont fermés, ils n'osent pas, ils ne veulent pas entendre des avis qui peuvent leur conseiller peut-être d'avoir une approche différente ou bien de repenser tel ou tel aspect de leur projet. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, qui est important par rapport à la culture entrepreneuriale. Et donc, je salue ces deux entrepreneurs parce qu'en fait, ils montrent le chemin. Donc, je l'ai dit, ils montrent le chemin. Et il faudra demain... il faut dire merci. Est-ce qu'il faut applaudir pour ça d'abord? Il faudra... Applaudissez d'abord pour cette... Et il faudra demain que nous ayons des champions. Je le dis, c'est très important. Des champions? Des champions, absolument. Nous devons avoir des champions. Le président l'a dit, il y a des gens qui ont parfois tourné ça un peu en boutade. Je connais le fond de sa pensée et il a parfaitement raison parce qu'il est ambitieux. Il a dit qu'il veut faire des millionnaires congolais. Je vous assure que c'est réellement sa pensée. Vous savez, les jeunes de School Up, ils ont gagné ce prix, c'était au début. J'ai eu la chance de les amener chez le chef de l'État, parce que le chef de l'État a voulu envoyer un signal. Et bien sûr, il ne peut pas recevoir tout le monde, mais là, il venait d'être élu. Il a voulu envoyer un signal à la jeunesse congolaise. Il a même demandé à ce que School Up je puisse les accompagner auprès du ministère pour qu'ils puissent trouver un partenariat, parce qu'il considère qu'il faut donner la chance aux jeunes, il faut que l'État devienne le client de ces jeunes, et ce n'est que comme ça que nous aurons effectivement ces millionnaires congolais. Je vais vous donner un petit exemple avant d'aller sur la persévérance. J'étais au Kenya à la demande du chef de l'État pour voir ce que les Kenyans ont fait dans le cadre de la maximisation des recettes et du contrôle des flux financiers. Aujourd'hui, au Kenya, vous ne pouvez plus faire un acte, demander un acte au niveau de l'État sans que le paiement correspondant à cet acte passe par un flux financier contrôlé, ça veut dire par une banque ou par un mobile money. Ce n'est plus possible. Et ça a permis à l'État kényan d'augmenter ses recettes. Et ceux qui ont mis tout ça en place, ce sont des jeunes. Des jeunes avec leur société. J'ai été les voir, une d'entre elles. Et vous seriez étonné, c'est une villa en dehors de la ville, dans la banlieue qu'au sud de Nairobi, avec une atmosphère un peu comme Facebook ou Google, avec des fauteuils, etc. Bien sûr, il y a des ordinateurs, ils travaillent, mais dans un cadre très contracté. Et si vous voyez le parking, c'est peut-être anecdotique, mais c'est très important, eh bien, vous voyez les plus grosses voitures de sport et les plus grosses jeeps que l'on voit ici, mais ici, ce sont bien souvent les mêmes personnes que l'on sait et que l'on connaît. Là-bas, ce sont des jeunes, ils n'avaient pas plus de 30 ans. Et donc, vous comprenez que les jeunes Kenyans aujourd'hui ont comme modèle, pour ceux qui veulent entreprendre, ils ont des modèles de réussite, ils savent que c'est possible de réussir, et donc ils se détournent des autres voies, comme on observe ici, où un jeune de 18 ans, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire la politique, parce qu'il sait qu'à travers la politique, on peut s'enrichir rapidement, ce qui n'est pas une bonne chose, ce qui n'est pas une bonne manière de penser, ce qui ne doit pas être d'ailleurs une réalité sous l'impulsion du chef de l'État. Ça ne sera d'ailleurs plus cette réalité. Donc vous comprenez que la culture de l'entrepreneuriat doit reposer sur des modèles. J'ai besoin de voir des jeunes Congolais réussir, devenir millionnaires pour entraîner derrière eux ces centaines de milliers d'entrepreneurs que nous voulons avoir. Et pour cela, il faut effectivement la persévérance. S'agissant de la persévérance, bon, moi j'ai retiens une phrase d'un entrepreneur très célèbre que tous les acteurs tech doivent connaître, c'est Steve Jobs. Steve Jobs, donc le célébrissime et regretté patron de Apple, qui disait que la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui échoue, c'est la persévérance. Formidable. Celui qui réussit a fait preuve de persévérance. Et il faut l'inscrire dans une échelle de durée, parce que finalement, l'échec et la réussite, vous le savez, on peut échouer une fois, et puis ça s'arrête là. Et vous avez comme parcours, un parcours d'entrepreneur qui a échoué, et puis vous redevenez salarié jusqu'à la fin de votre vie. Mais si vous échouez, vous avez le droit de recommencer. L'échec n'est pas une maladie. C'est même une bonne chose. Il faut bien évidemment tenir compte de ce qui vous a amené à l'échec pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et donc,
La persévérance, c'est cela aussi. C'est faire en sorte que l'échec devienne pratiquement une force, une opportunité. En Amérique, quelqu'un qui a échoué, on le regarde avec respect. Il faut qu'au Congo, on regarde quelqu'un qui a échoué aussi avec respect. Se dire, mais il a échoué, oui. Mais le plus important, c'est qu'il a essayé. Vous comprenez? Et donc, il appartient maintenant à l'État de faire sa part pour finalement encadrer, pour faire en sorte que finalement les conditions de la réussite soient plus favorables. Parce qu'évidemment, il y a évidemment dans tous les États des contextes, des cadres. Bien évidemment, si demain vous avez du mal à faire décoller votre start-up parce que là où vous êtes installé, il y a des coupures de courant tout le temps, votre échec, il y a l'État qui a aussi sa part de responsabilité. Donc l'État doit faire sa part. Et donc, mais nous appelons, j'encourage les jeunes à entreprendre et à considérer qu'effectivement la persévérance, c'est quelque chose qu'ils doivent avoir vissé au cœur. Ils doivent être convaincus qu'ils peuvent y arriver comme d'autres y sont y arrivés avant eux. Bien évidemment, derrière, il y a toute une série de critères à respecter. Lorsqu'on fait des affaires, parce que l'entrepreneuriat, c'est faire des affaires, il faut aussi que ce soit gagnant-gagnant. Si vous faites une affaire et que votre partenaire, vous le roulez, ou finalement il est lésé, vous allez peut-être gagner à court terme, mais à un moment donné, ça va s'écrouler parce que vous n'aurez plus de clients, parce que vous aurez fait le tour. Donc, il y a toutes ces notions-là, ces notions d'exigence par rapport à la qualité. J'ai eu beaucoup de jeunes qui sont venus me voir avec des applications qui n'étaient pas abouties. On leur dit, écoutez, d'un point de vue sécurité, vous devez les renforcer. Ils vous disent non, ils sont pressés d'aller sur le marché, de faire des millions. C'est pas comme ça. On doit aussi être exigeant avec nous-mêmes. Les plateformes comme Facebook, comme Google, etc. sont des plateformes qui ont été conçues sérieusement, pensées sérieusement. Donc nous devons également avoir cette même exigence pour pouvoir demain, et c'est très important, et j'ai aimé d'ailleurs que Lubano s'appelle Lubano Afrique, parce que j'imagine, je ne vais pas poser la question, qu'il a une ambition africaine. Exactement. Nous devons d'abord conquérir notre marché, et puis demain aller à la conquête des autres marchés. Parce que c'est possible. Nous avons de très bonnes idées, de très bons jeunes qualifiés. Il faut simplement faire en sorte que l'écosystème, et c'est ça l'action du chef de l'État, sous l'impulsion du chef de l'État, et bien évidemment l'action du gouvernement, c'est faire en sorte que le cadre, le climat des affaires s'améliore, que le cadre général s'améliore, que le niveau de fourniture d'électricité s'améliore, que tous ces éléments exogènes, mais qui ont un impact sur la vie de l'écosystème tech congolais, puissent s'améliorer afin que ce secteur puisse réellement contribuer au développement de notre pays. Exactement, formidable. Quel degré de la motivation avec les coachs. Non, je l'appelle maintenant coach Dominique Vidisha. Formidable. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces analyses, pour cette motivation? Alors, monsieur Jules me fait signe que nous sommes arrivés à la fin. Mais je vous promets qu'on va encore le garder prochainement s'il aura le temps. On va encore continuer parce que cette émission est consacrée au développement numérique. C'est votre émission, cette émission. Oui, je vous promets de revenir avec plaisir. Exactement, il nous promet de revenir avec plaisir. On tend vers la fin. Alors, la dernière rubrique, c'est questions. On vous pose, c'est le oui ou non. Et je chute directement. Vous choisissez une question politique, sportive, musicale. Allons vers le sport. Le sport. Quelle est votre équipe préférée à Kinshasa, dans le domaine de football? Bon, alors je vais me faire des ennemis du côté de Barcelone, car mon équipe, c'est le Real Madrid, la meilleure équipe du monde. À Kinshasa? Oui. À Kinshasa? Ah, à Kinshasa, vous voulez parler d'une équipe à Kinshasa? À Kinshasa, sportive. Ah, pardon, à Kinshasa. Alors, bon, je suis amateur de football. Je n'ai pas vraiment d'équipe à Kinshasa, je dois le dire. J'aime regarder le football congolais. J'aime finalement voir le spectacle, mais j'ai pas vraiment de préféré. Merci beaucoup, il n'a pas de préféré, mesdames et messieurs. Cette émission est terminée. Bonsoir chez vous.